Je n'aime pas le foot. Je pense que le foot est un moyen de prendre le temps de cerveau disponible de nos populations. Mais j'ai lu quelques articles liés au parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde. Je me suis rendu compte que la politique est omniprésente dans les stades et chez les supporters. Du coup, je me suis dit, mais on s'installe et on décortique tout ça. L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, est un enfant de la France. Il a pris ses fonctions il y a 3 ans. Il n'y a rien de plus politique que de naître en France pour un Africain. Yambo la famille, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Si vous pensez que mon contenu vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et Paypal. Les liens sont dans la description. Le Maroc a battu 3 anciennes puissances coloniales, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Et ils ont affronté la France et l'ont mis en difficulté. C'est pas rien. Et qu'est-ce que je dis? C'est énorme, même si j'aime pas le foot. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Les entraîneurs des équipes africaines étaient souvent des Européens. Ils gagnaient pas tellement. Mais quand c'est des Africains, on gagne. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on est plus à même de diriger nos équipes pour gagner. Et puis c'est tout, il n'y a pas de débat. Et l'équipe marocaine a réussi à mettre les problématiques qui existent entre le monde arabo-musulman et l'Afrique. Mais je vais y revenir. L'autre image qui m'a beaucoup touchée, c'est la douceur d'Achraf Hakimi envers sa mère, en sachant qu'elle a travaillé comme domestique en Espagne pour nourrir ses enfants. Battre à l'Espagne est un symbole très fort. Franchement, la ferveur des supporters marocains, leurs chants ont fait vibrer tout le monde et je suis sûre que même les Algériens ont fondu d'amour pour les Marocains. Allez, avouez les Algériens. Bon, parlons de choses sérieuses maintenant. Les commentateurs arabes moyen-orientaux morts de rire pendant la conférence de presse de l'entraîneur du Maroc qui parlait le darajia marocain. À partir de là, la politique s'est invitée dans le débat et c'est ce que moi je trouve le plus intéressant dans cette Coupe du Monde. Pour une personne non avertie, non arabophone, vous avez sûrement passé à côté du plus succulent de cette Coupe du Monde. Une fissure béante dans l'arabité du Maghreb. Le plus cocasse est que le plus souvent les Maghrébins lors des conférences de presse ne comprenaient pas les questions posées en arabe moyen-oriental. Du coup, ils avaient recours aux sous-titres des deux côtés. Il y a une interview de Hakim Ziyech qui, pour répondre à une question posée en arabe, va dire English please. Certains joueurs marocains parlent même plus berbère que le dialecte arabe du Maroc. Sur les réseaux sociaux, certains arabes du Moyen-Orient avaient réclamé qu'on cesse de présenter les Maghrébins comme des Arabes en se référant à leur parler et à leur nom de famille. Et même en Occident, la question de l'identité des Maghrébins s'est posée, notamment celle du Maroc, arabe ou africaine. Après la qualification du Maroc en demi-finale, le New York Times avait titré que le Maroc est la première nation arabe à atteindre ce niveau, pour au final apporter un correctif en disant le premier pays africain. En gros, le darajia marocain est considéré comme peu sophistiqué en comparaison à celui des Égyptiens, des Syriens et que dire des Qataris et autres. En gros, ils sont plus berbères. L'autre sujet qui est apparu aussi est faut-il utiliser le terme berbère ou amazigh? Berbère veut dire barbare, un nom que les Romains donnaient à tous ceux qui n'étaient pas eux. C'est comme aujourd'hui, pays du Sud, tiers-monde, ce qui veut dire qu'ils sont mieux que nous. Donc les Maghrébins ont demandé à ce qu'on utilise le terme amazigh au lieu de berbère. S'il vous plaît, respectez leur vœu. Le drapeau amazigh bleu, vert et jaune était visible durant tout le parcours de l'équipe du Maroc, même si la censure qatari les avait confondus avec celui des LGBT. De plus en plus de Maghrébins demandent l'officialisation des langues amazigh et que les dialectes arabes soient des langues nationales et rendues indépendantes de l'arabe. Les supporters et l'équipe du Maroc ont revendiqué sans complexe leur identité amazigh et africaine devant les autres arabes. L'entraîneur Walid Regragui a choqué le Moyen-Orient quand il a dit que l'idée est de jouer le foot au niveau européen tout en gardant nos valeurs africaines. Ils ont voulu vérifier si Regragui blaguait les Arabes ou pas. Ils lui ont demandé si le Maroc représente l'Afrique ou le monde arabe. Il a dit, je le cite, le Maroc c'est d'abord pour les Marocains, puis nous sommes africains et c'est une priorité. Puis après forcément par notre religion et nos origines et pour une première Coupe du Monde se déroulant au Moyen-Orient et dans le monde arabe, il y a des gens qui vont s'identifier à nous.
Et puis voilà. Après le match Maroc-Espagne, Sofiane Bouffal a présenté ses excuses au monde du foot africain. Je le cite: je remercie tout le continent africain d'avoir été là pour nous et je dédie cette victoire à chaque pays africain, ajoutant que les hommes de l'équipe nationale du Maroc sont fiers de représenter tous nos frères du continent africain. Fin de citation. Ses premiers propos avaient choqué les Africains quand il a parlé d'Arabes et de musulmans. Azzedine Ounahi, quant à lui, déclaré à la fin du match contre le Portugal, dédié la victoire à l'Afrique. Nous sommes entrés dans l'histoire pour l'Afrique et même pour les Arabes. Nous remercions l'Afrique qui nous a toujours suivis et encouragés, et de même pour les Arabes. Peut-on considérer cette ébullition en faveur de l'identité amazigh et africaine comme un échec du panarabisme? Le panarabisme est un mélange de lutte contre l'impérialisme occidental alors que l'arabe est lui-même porteur d'impérialisme. En gros, les panarabistes prônent l'imposition de l'arabe à tous les peuples du pays, même s'ils sont majoritaires. C'est ainsi que le Maghreb a été arabisé par la force, mais aussi les Kurdes au Moyen-Orient et la lutte des peuples mauritaniens contre l'assimilation. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur la guerre de Charbouba qui s'est soldée par la victoire des Banu Hassan qui a conduit à l'effacement de l'identité amazigh de la Mauritanie. Le panarabisme n'est plus qu'une façade rhétorique pour l'autoritarisme transnational et l'appropriation des ressources culturelles et matérielles et l'assimilation des peuples. D'ailleurs, même les populations du Soudan demandent à sortir de la Ligue arabe à cause du mépris et le manque de solidarité des pays arabes riches. Le suprémacisme arabe et sa nature violente, dominatrice et autocratique détournent de plus en plus les Africains du Nord de l'identité arabe. Certains Marocains appellent aussi à se distancier de la cause palestinienne et la normalisation des relations avec Israël. Ce que la presse occidentale a appelé en 2011 le printemps arabe a totalement occulté la revendication des souches non arabes, dont les Amazighs, les Haratines, les Libyens, les Kurdes, dans ces contestations. En réalité, ces contestations sont le résultat ou le point culminant d'une repopularisation du panafricanisme qui a débuté dans les années 2000 en Afrique subsaharienne. Oui, le panafricanisme c'est du Cap au Caire et le Sahara, ce n'est pas une frontière. L'assassinat de Kadhafi par l'Occident et ses alliés du Moyen-Orient, dont le Qatar et le bailleur de fonds, ont servi de sursaut aux peuples africains du Sud et du Nord qui se rendent compte qu'ils ont plus de choses en commun et d'intérêts qu'il n'y paraît. Surtout que l'arabité et l'islamité réclamée et assumée de Kadhafi ne l'ont pas sauvé de la prédation de ses frères du Moyen-Orient. Ces pays financent aussi le terrorisme pour imposer une certaine vision de l'islam. On voit de plus en plus d'islamistes africains qui prônent le wahhabisme salafiste contraire à l'islam soufi de l'Afrique. Or, beaucoup de pays africains du Nord et subsahariens partagent cette particularité d'un islam confrérique en bouclier contre certains courants idéologiques nocifs du Moyen-Orient. Les matchs de foot sont devenus au Maghreb une tribune pour affirmer la culture et exprimer les contestations sociopolitiques et économiques. Le drapeau amazigh est une revendication ethnique et linguistique par rapport au monde arabe. Il y avait aussi le drapeau palestinien dans les stades pour dénoncer la lâcheté des pays arabes au Moyen-Orient qui ont normalisé leurs relations avec Israël au détriment du peuple palestinien, un indicateur de l'échec du panarabisme. Le renforcement des relations entre la partie nord et sud de l'Afrique est une alternative non seulement contre l'impérialisme arabe dans le Maghreb, mais aussi contre tous les impérialismes en Afrique tout court. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez dans vos réseaux pour m'aider à contrer la censure de la part de Facebook.